Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite maintenant sur la présentation des équipes académiques parce que Paris Santé Campus, c'est pas que des startups, c'est aussi des équipes de recherche de très très haut niveau avec deux équipes qui vont vous présenter leurs travaux. Et la première de Mathieu Pernaud, tu peux me rejoindre Mathieu, qui va présenter ce que fait ton équipe. Merci. Bonjour à tous. Tac. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler d'ultrasons biomédicaux, voilà, et des développements récents en fait, qu'on fait dans ce domaine dans notre institut qui s'appelle Physique pour la médecine. Alors en quelques mots, notre institut c'est c'est un institut composé de à peu près 70 personnes avec des physiciens, ingénieurs, biologistes. Ici, vous avez les 10 chercheurs permanents de l'équipe, dont Michael Tanter qui dirige l'institut. On a chacun en fait des expertises en fait en imagerie cardiovasculaire, neurologique, etc. On a également en fait la chance d'avoir au laboratoire le premier accélérateur de recherche technologique de l'INSERM, qui est composé de 10 ingénieurs de haut niveau et qui nous permettent de disséminer aussi nos inventions pour aller en fait en clinique et puis dans les hôpitaux, dans les équipes de recherche. On est situé ici, en fait, dans ces magnifiques locaux, dans l'écosystème de Paris Santé Campus. On est au premier étage, là, si vous avez l'occasion de venir nous visiter. Et on a également la chance en fait, de reposer sur un réseau très très large de collaborateurs cliniques. On travaille avec quasiment toutes les équipes, disons, tous les sites en tout cas cliniques de la région parisienne. Et puis au-delà de la région parisienne, bien sûr, d'autres centres en France et à l'étranger. Alors notre travail en fait c'est de développer en fait des technologies innovantes à partir de concepts de physique fondamentale pour l'imagerie, pour développer des nouveaux capteurs et pour des applications thérapeutiques dans différents domaines, cancer, des applications cardiovasculaires, en neurosciences, et pour aller faire de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, de la recherche computationnelle. Donc c'est très très large, mais ce qui relie un peu tout ça, c'est les ultrasons. Et une spécificité de notre équipe aussi, c'est d'arriver en fait à disséminer nos inventions et ensuite à les commercialiser par le biais de collaboration avec des industriels et puis le biais de création de start-up. Vous en avez quelques-unes ici. Des projets qui sont plus anciens comme EcoSense, Supersonic Imagine, qui étaient les premiers systèmes d'imagerie des paramètres et d'élasticité donc biomécanique du corps humain par ultrasons. Plus récemment, CardiaWave, qui est une start-up de... Alors, j'ai pas le pointeur. Ça marche pas. CardiaWave ici, qui est une start-up donc, qui développe et qui va commercialiser bientôt le premier système de thérapie non invasive par ultrasons des valves cardiaques. Iconeus, qui commercialise le premier système d'imagerie fonctionnelle par ultrasons donc, du cerveau. Et ça, je vous montrerai un petit peu par la suite ces applications. Et très récemment, on a créé une société qui s'appelle Imiosound, qui est une société qui développe le premier système de diagnostic non invasif par ultrasons de l'insuffisance cardiaque en utilisant l'estimation de la rigidité du myocarde. Alors, donc les ultrasons, vous savez, c'est extrêmement utilisé dans le monde clinique pour le diagnostic. L'échographie, c'est une technique qui est maintenant assez ancienne et qui permet donc de voir des images 2D, voire 3D maintenant, avec des qualités d'image qui, vous voyez, augmentent, s'améliorent au cours du temps. Mais derrière, le principe physique en fait, de l'image échographique est resté le même depuis les années 80. Et l'idée, c'est d'aller émettre des ultrasons, d'attendre ensuite les échos pour pouvoir faire une image et de reconstruire en fait, toutes les lignes comme ça. Et donc, cette technique, elle a des limitations hein, et des caractéristiques qui sont des résolutions temporelles. Ces techniques permettent de faire 50 images par seconde, ce qui est une vitesse, une cadence d'imagerie qui est parfaite en fait, pour voir en temps réel les tissus biologiques à l'intérieur du corps humain, avec une résolution spatiale
de l'ordre du millimètre, donc qui est aussi comparable à ce que notre œil est capable de faire. Et puis quelque chose d'important aussi, c'est que l'échographie permet de voir les écoulements sanguins avec une certaine sensibilité. Et l'échographie classique, c'est 2 cm par seconde, donc c'est des flux sanguins qui sont quand même assez conséquents, qui sont dans des vaisseaux plutôt assez larges, de type d'une centaine de microns, au moins d'une centaine de microns. Et donc dans notre équipe, en fait, on a travaillé sur comment essayer de casser en fait ces frontières, ces barrières ici, et on a créé en fait une imagerie qui permet d'imager jusqu'à une cadence de 10 000 images par seconde. Plus récemment, on a créé une technique d'imagerie qui permet de voir des détails vasculaires tout petits, de l'ordre du micron, donc on est vraiment dans la microscopie, et en profondeur dans le corps humain, et puis une sensibilité en fait aux vitesses Doppler de l'ordre de millimètres par seconde, donc c'est des vitesses qui sont celles des tout petits vaisseaux type capillaire dans le corps humain. Alors pourquoi maintenant on veut utiliser une cadence d'imagerie très très élevée? Eh bien ça, c'est une application, une des premières applications en fait, qui a été réalisée avec cette cadence, c'est de pouvoir imager des ondes qui se propagent dans le corps humain. Donc c'est une technique qui a été implémentée sur l'échographe ultra rapide de Supersonic Imagine et qui permet en fait, avec un échographe, vous voyez c'est une sonde d'imagerie classique, cette sonde elle permet d'aller créer des ondes à l'intérieur du corps humain et ensuite d'imager leur propagation. Alors cette propagation elle est très rapide, c'est quelques mètres par seconde, et pour pouvoir voir en fait, ces vibrations, on ne peut pas les voir à l'œil nu, en fait, on est obligé d'imager avec une cadence d'imagerie ultra rapide pour pouvoir voir en fait, la propagation de ces ondes. Et ces ondes, en fait, elles transportent une information qui est extrêmement particulière, c'est la rigidité des tissus. Donc une onde qui va très très vite, c'est un tissu très rigide, une onde qui va lentement, c'est un tissu très mou. Donc ça permet de faire des cartographies de la rigidité des tissus. C'était la première technique qui permet de faire cette cartographie. Et l'idée, c'est de pouvoir aller palper les tissus en profondeur, comme si on allait palper en fait, avec les doigts du médecin, mais avec une palpation qui est quantitative. Vous voyez ici 2 exemples de tumeurs avec un fibroadénome ici qui est ici. Donc ça c'est les images échographiques. Vous voyez que les images échographiques souvent sont pas très très spécifiques. On a du mal à dire si c'est une tumeur maligne, bénigne, etc. Alors que sur les images ici, vous voyez d'élasticité qui représente la rigidité en couleur. Ici, on a quelque chose de très mou. Donc l'échelle de bleu, là, c'est quelque chose de très mou. L'échelle de rouge, ici, c'est quelque chose de très très dur. Et donc, on a une mesure quantitative ici. Et on voit que cette tumeur, qui est extrêmement maligne, est très hétérogène et très très dure avec la technique ultrasonore. Alors maintenant, on va un petit peu plus loin. On continue à travailler sur cette technique pour adresser notamment des problèmes cardiovasculaires. Notamment ici, vous voyez des problèmes cardiaques. On s'intéresse à l'insuffisance cardiaque qui affecte des dizaines de millions de patients dans le monde. Et on est en train de montrer qu'en fait, cette technique permet de diagnostiquer de manière très précise différents cas d'insuffisance cardiaque qui sont aujourd'hui très très difficiles à caractériser pour les médecins. C'est un vrai problème diagnostique avec un gros problème de prise en charge derrière. Et donc on a créé très récemment cette startup Immunosand qui développe maintenant un système basé sur cette technologie pour aller diagnostiquer l'insuffisance cardiaque. Alors au-delà des paramètres biomécaniques, on s'est rendu compte aussi que cette technique d'imagerie ultra rapide elle pouvait être utilisée pour voir les flux sanguins, les tout petits flux sanguins, et donc être très très sensible quand on fait de l'imagerie Doppler. Et donc ça, on l'a mis en œuvre en fait, pour regarder les flux sanguins au niveau du cerveau. Donc vous avez ici l'exemple d'un cerveau d'un animal, c'est un rat, qui est soumis à une tâche en fait. Alors la tâche ici, c'est juste on lui caresse la moustache. Et ici, vous voyez la réponse au niveau cérébral. Donc tout ce qui est en couleur, c'est la réponse vasculaire. Et on peut voir ici, par le biais du couplage neurovasculaire, en fait, en temps réel, comment le cerveau intègre cette information. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui pouvait se faire auparavant que par IRM fonctionnel, mais qu'on peut faire ici sur des animaux éveillés, des animaux qui sont mobiles, qui ont juste une petite sonde échographique sur la tête, grâce à ce système qui a été développé par la startup Iconeus, et qui est un système qui est utilisable par des biologistes pour faire de la recherche en neurosciences.
Euh, alors voilà, ensuite, donc on peut aller un petit peu plus loin et utiliser ensuite donc des techniques qu'on a développées qu'on appelle l'imagerie de super résolution pour aller voir des détails vasculaires beaucoup plus petits. Donc dans ce que je vous montrais précédemment, on n'est pas capable de résoudre les vaisseaux sanguins. Et avec cette technique, alors pour laquelle on injecte en fait des agents de contraste ultrasonores, c'est toutes petites microbules qui vont en fait dans tout le réseau sanguin, le réseau vasculaire, qu'on traque ensuite par imagerie ultra rapide. Et ensuite, on peut reconstituer vous voyez, une carte de la vascularisation à l'échelle microscopique, et ce, en fait, vraiment du cortex, hein, la sonde est au-dessus, jusqu'au bas du cerveau, ici, qui est à peu près 1 centimètre. Et donc, pour pouvoir voir les détails vasculaires les plus fins. Donc ça, c'est une vraie révolution hein, en imagerie ultrasonore, où on a cassé la barrière de la résolution spatiale et temporelle. Et quand on acquiert en fait ces données, on a une richesse d'informations qui est énorme et qui est pas seulement en fait les détails anatomiques, mais en fait on a ça au cours du temps. Et donc on peut ici, vous voyez, reconstruire en fait une carte des écoulements sanguins dans le cerveau pendant, par exemple ici une stimulation des moustaches, où on va voir en fait la zone ici du cortex qui s'allume, qui est connectée donc à cette zone des moustaches et qui permet de voir au niveau microscopique cette fois l'activation vasculaire au niveau quasiment des capillaires. Donc on voit ici des vaisseaux qui font quelques microns hein, de diamètre. Alors ensuite, un défi qui reste un petit peu pour les ultrasons aussi, qu'on a résolu récemment aussi, c'est comment voir ça en 3D. Donc les ultrasons aujourd'hui sont énormément limités à l'aspect 2D. Et vous savez, en IRM ou quand on fait un CT, on a vraiment on voit le cerveau en entier. Et donc on a développé ces prototypes qui sont des prototypes uniques au monde en fait, qui permettent de faire de l'imagerie ultra rapide en 3D avec des sondes matricielles qui vont capturer en fait toute l'information très rapidement. Hein. Donc en quelques secondes ici, on accumule sur l'ensemble du cerveau. Et vous voyez en fait la technique de microscopie que je vous ai montré précédemment. Ici, on l'a en 3D et donc on reconstruit en fait tout le réseau vasculaire et l'organisation tridimensionnelle. Ici, alors sur un cerveau de rongeur hein, aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on va ensuite translater sur des applications cliniques. Un des défis en fait de cette technique ici, c'est la quantité d'informations qui est acquise. Vous voyez ici, on a mis 50 gigabits par seconde. Ça représente en fait plusieurs DVD en fait, par seconde. Et donc toute cette information, il faut pouvoir la traiter, la stocker très rapidement pour pouvoir ensuite reconstruire ce genre d'image. Ça, c'est une autre application sur un autre organe, c'est le cœur d'un rongeur encore. Donc ici, on peut voir en fait les différentes quantifications qu'on peut faire à partir de cette technique. Et là, sur le film, ici, vous voyez une reconstruction. Alors, c'est à partir de vraies données hein, qu'on a acquises, mais c'est une reconstruction des flux sanguins dans les coronaires, donc les vaisseaux qui alimentent le cœur. Et donc, il y a une partie artérielle, une partie vasculaire. Et on accède en fait à l'ensemble de l'information. C'est des vaisseaux qu'on ne peut pas voir aujourd'hui avec des techniques type coronarographie, ils sont trop petits. Et donc on espère en fait avec cette technique aller pouvoir diagnostiquer des problèmes microvasculaires en fait, dans le cœur qui sont très très fréquents et qu'on peut très mal voir aujourd'hui. Alors le gros défi aujourd'hui, c'est de translater toutes ces techniques vers la clinique. Et on a commencé à le faire, donc ça c'est des travaux d'il y a quelques années hein, qu'on a fait en collaboration avec l'hôpital de Genève, où on est allé utiliser cette technique d'imagerie microscopique sur le cerveau de patients. Alors, donc on a utilisé une petite sonde échographique, vous voyez, qui est placée sur la tempe. Cette sonde elle permet d'acquérir des images du cerveau à très très haute cadence. Alors vous voyez la qualité est très mauvaise, donc il y a énormément de problèmes hein, de l'imagerie cérébrale transcrânienne comme ça, mais quand on injecte les bulles, on peut les traquer assez facilement. En fait, elles sont très écogènes. Et ensuite, reconstruire l'image vasculaire avec une très haute résolution qui est supérieure à celle du scanner, avec également beaucoup plus d'informations parce qu'on a l'information hémodynamique et donc les vitesses des écoulements dans tous ces vaisseaux. Qui peuvent être ensuite très très importantes pour diagnostiquer des anévrismes, des malformations vasculaires,
et d'autres problèmes neurologiques. Voilà, une autre application clinique récente qu'on a explorée avec l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est une application sur les gros vaisseaux cette fois, donc ces artères. Et ici, en fait, on s'est intéressé à des patients qui ont une pathologie assez rare qui s'appelle Takayasu, qui est une inflammation en fait, des vaisseaux. Et donc, dans les gros vaisseaux, comme par exemple les carotides, en fait, il y a une inflammation des parois, avec un épaississement des parois, et des néovaisseaux en fait, qui se créent ici. Alors ça, c'est assez difficile à diagnostiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, les techniques qui sont utilisées, c'est le CT, hein, donc qui permettent de voir l'épaississement des parois ici, ou le PET, qui permettent de voir en fait, l'activité métabolique au niveau de l'inflammation des parois. Et vous voyez ici, on a utilisé cette technique d'imagerie microscopique où on peut voir en fait, les différents micro-vaisseaux directement en fait, dans les parois de la carotide. Donc ça nous permet d'avoir une visualisation directe et une quantification en fait, de l'activité inflammatoire au niveau des parois. C'est des vaisseaux qui aujourd'hui ne sont pas visibles avec les autres techniques d'imagerie clinique. Voilà, alors enfin, je vais juste montrer aussi que les ultrasons, c'est de l'imagerie, mais c'est aussi de la thérapie, thérapie non invasive. Et ici, c'est un exemple, un bel exemple de ce qu'on développe avec la société CardiaWave, hein, qui est une start-up, une spin-off du laboratoire, sur les valves cardiaques et la thérapie non invasive des valves calcifiées dans la sténose aortique calcifiée. Donc la problématique, c'est une pathologie qui est assez fréquente chez les personnes âgées, c'est que les valves, donc la valve aortique qui est vraiment la porte de sortie du sang du cœur, se calcifie et donc on a des dépôts calciques ici qui rigidifient les feuillets valvulaires et donc la valve ne s'ouvre pas bien. Et la seule solution aujourd'hui, c'est d'aller la changer par chirurgie ou par des procédures mini-invasives, mais c'est des procédures très complexes. Et alors, ce qu'on a inventé ici, c'est une technique ultrasonore qui permet d'aller envoyer des ondes de choc directement, en fait, et de manière très précise sur les valves pour pouvoir ensuite créer des micro-fractures et améliorer la mobilité des valves. Et donc ça, c'est une technique qu'on a développée il y a quelques années avec CardioWave, qui aujourd'hui maintenant a développé un système qui est clinique, hein, et qui est utilisé sur des essais cliniques. Il y a eu plus de 100 patients traités avec cette technologie. Et donc c'est une technologie en fait, qui permet depuis l'extérieur d'aller avec un guidage d'imagerie échographique pouvoir en fait cibler ces qualifications et ensuite les traiter avec un effet qui est quasiment immédiat et qui permet en fait d'améliorer la circulation. Donc c'est un système qui va, on espère, recevoir le marquage CE dans les prochains mois pour les patients les plus sévères. Voilà, et puis je vais finir un peu avec les perspectives un peu de ces recherches. Vous voyez, je vous ai montré beaucoup d'applications aujourd'hui sur le petit animal. On voit qu'on est capable aujourd'hui d'imager un organe entier comme le cerveau ou comme le cœur à très très haute résolution, temporelle, spatiale, etc. Mais aujourd'hui, sur l'homme, on est encore limité par les technologies. Et donc ça, c'est un des projets un peu phares du laboratoire actuellement, c'est de créer l'imageur du corps humain le plus puissant au monde. Donc c'est un imageur qui va permettre d'acquérir une quantité de données qui est aujourd'hui inimaginable en ultrasons. On appelle ça le projet donc Zeta Ultrason. Zeta, c'est 10 puissance 21 octets. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir passer, aujourd'hui on en est là, hein, c'est de pouvoir passer à l'échelle du téraoctet par seconde et de pouvoir, en fait, avec des matrices beaucoup plus larges, hein, qui sont dédiées au cerveau humain, au cœur humain, etc., acquérir l'ensemble des données. On va pouvoir voir les micro-vaisseaux en fait, de tous les organes, l'élasticité, les paramètres fonctionnels, etc. Donc ça, c'est un projet très ambitieux qu'on démarre aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la technologie ou sur des potentielles applications? Ça peut marcher sûrement. D'accord, en fait, on s'est inspiré aussi de ce qui existe déjà dans le nettoyage. En fait, les ultrasons sont énormément utilisés, hein, pour nettoyer
calcaire, des saletés en fait, stérilisées, et ça marche aussi dans le corps humain. Hein. Alors la petite différence, c'est qu'ici on ne cherche pas à décalcifier, mais on cherche en fait, à assouplir le matériau. C'est-à-dire que le calcium ne part pas, hein, le calcium reste là, mais on le fracture en fait. Est-ce que ça peut se recalcifier derrière, se resolidifier? Alors tout à fait, ouais, bien sûr, ça c'est, on ne guérit pas la maladie, hein, bien sûr, donc ça se recalcifie derrière. Aujourd'hui, alors quand on a démarré le projet, on ne savait pas du tout si au bout de combien de temps en fait ça allait se recalcifier. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'au bout d'un an, bah, ça commence à se recalcifier. Mais les patients en fait ont une meilleure fonction que s'ils n'avaient pas eu de traitement, bien sûr. Et donc ça permet en fait de reculer énormément soit le moment de l'implantation en fait, d'une nouvelle valve, soit de pouvoir retraiter derrière, ce qu'on a fait sur d'autres patients, c'est-à-dire retraiter le patient quelques mois après, s'il y a besoin, pour pouvoir ensuite... parce que c'est un acte qui est complètement non invasif, le patient n'est pas anesthésié, et donc c'est extrêmement simple en fait, de retraiter. Hein. Marc? Mhm. Tout à fait, ouais. Alors l'enjeu médical aujourd'hui, pour nous, on est un petit peu en avance de phase. Hein. Donc c'est vraiment de pouvoir proposer une technologie qui va permettre de voir un organe entier, comme ce qu'on fait en IRM, comme ce qu'on fait en scanner, ce qui est aujourd'hui en ultrason. Ne fonctionne pas. On commence à avoir des systèmes d'imagerie 3D, hein, donc pour le cœur, pour les fœtus, mais c'est des systèmes qui sont encore extrêmement rudimentaires. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver avec des systèmes qui sont opérateurs indépendants, qui puissent permettre de donner des quantifications. Ça, c'est très très important. Hein. Donc le défi derrière, c'est vraiment la quantification des flux sanguins, des paramètres mécaniques et de la fonction, hein, de la fonction cérébrale, de la fonction cardiaque, de la fonction des organes. Tout à fait. Ouais. Alors là, c'est vraiment, effectivement, c'est un système de recherche. Hein. C'est un système qu'on n'imagine pas aujourd'hui commercialiser. C'est pas possible. Ça va coûter très cher. C'est complexe. Par contre, ce qu'on voit déjà, c'est qu'à partir de ce système, en fait, on peut, une fois qu'on a fait la recherche et qu'on a trouvé en fait le mode d'imagerie, bah, c'est en fait le simplifier et faire un système beaucoup plus simple dédié à une tâche, l'imagerie du cœur, l'imagerie cérébrale. euh, Merci beaucoup. Mathieu, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dernière de Didier. Oui, c'est intéressant effectivement d'imaginer combiner en fait les différentes. Donc en fait les longueurs d'onde qu'on utilise hein, sont différentes hein, suivant les applications. Pour le cerveau, pour le cœur, c'est des longueurs d'onde très différentes. Par contre, c'est vrai qu'en thérapie, en imagerie, c'est aussi assez différent. Et c'est des choses qu'on peut utiliser en même temps, hein, bien sûr. Et c'est ce qu'on fait hein, d'ailleurs. On a une sonde d'imagerie qui fonctionne à 3 MHz, un système de thérapie qui est en dessous du mégahertz. Et donc, on a des contraintes très différentes en fait pour les applications. On peut les combiner. Hein, oui. Ça, c'est des choses. Alors, il y a du travail au niveau de la technologie des transducteurs pour pouvoir combiner tout ça, mais c'est des choses qui se font aujourd'hui. Ouais. Comment, pardon? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a tout un tas de normes à respecter pour l'exposition des tissus aux ultrasons. Alors, les ultrasons, c'est quand même une technologie qui est extrêmement safe, mais bien sûr, on peut pas, si on les utilise à haute dose, on chauffe, on crée des dommages mécaniques. Et donc, bah, ça, c'est aussi une grosse partie en fait, de notre travail. Hein, c'est une fois qu'on a fait la recherche, c'est de la rendre compatible avec les normes pour pouvoir aller en essai clinique. Merci beaucoup Mathieu.
Et on va passer sur une deuxième présentation d'une autre équipe d'excellence présente ici à Paris Santé Campus, donc l'équipe de Moreno. N'hésite pas à prendre place et voici le pointeur. Et à toi de jouer. Bonjour, moi je suis Moreno Ursino, un chercheur italien, donc désolé pour mon accent, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et nous, on est une équipe mixte INSERM, INRIA, Université Paris-Cité, et on est au troisième étage ici à Paris Santé Campus, donc juste derrière l'écran, là-bas. Et je vais vous présenter en fait l'équipe comme ça. Oui. En fait, oui, Eka est le dieu de la magie et la médecine de l'Égypte. Donc, on a choisi un bon acronyme. L'acronyme vient de Helta Data et Model Driven Approaches for Knowledge Acquisition. Et comme vous pouvez comprendre, nous, on est un team multidisciplinaire. Donc, on a un côté informatique et informatique médicale, plutôt de l'IRIA et l'université et aussi de la PHP. Pardon. On a un autre côté biostatistique et mathématiques appliquées, où par exemple, moi je fais partie. Donc il y a l'INSERM, encore l'IRIA, l'Université Paris-Cité, et tout un autre côté un peu plus médical, car en fait, nous, on est beaucoup centré sur la clinique et sur l'exploitation des données cliniques. Et donc, on a tous les côtés Clinical Decision System. Notre équipe travaille sur 3 axes de recherche. Donc, les premières est plutôt la représentation des patients. Donc, ça veut dire qu'on a des données et il faut extrapoler, prendre dans les données qu'on a une représentation, donc visualiser les patients. On a un deuxième axe qui s'appelle plutôt Stochastic and Data Driven Prediction Modeling des trajectoires. Donc, c'est quelque chose longitudinal et toujours pour trouver extraire des informations cette fois, pas seulement des données. Donc on a des données et on veut de l'information. Et ces 2 axes, ils sont plutôt observationnels. Ça veut dire qu'on utilise des données qui existent, ou en façon prospective ou en rétrospective, mais c'est pas il n'y a pas un PI, donc un médecin qui va introduire des interventions. Donc on utilise des entrepôts de données. Et le troisième est plutôt orienté sur les essais cliniques, où par exemple moi je travaille. Et donc on essaie de voir comment mieux designer les essais cliniques pour avoir des données plus propres et pour trouver en fait des réponses. On travaille sur les cancers, les maladies rares, la pédiatrie, donc beaucoup des indications. On n'est pas centré seulement sur les cancers. Et on est bien placé sur le programme PUPR, car en fait, 3 membres de notre équipe, ils sont porteurs de 2 projets dans les PUPR, et les autres, comme moi, ils sont de Work Package Leader, dans, je pense, 3, quelque chose comme ça, mais il faut regarder Philippe et Christelle pour savoir mieux. J'essaie de vous présenter des exemples de notre recherche dans chaque axe. Donc, dans les premières, comme je vous dis, c'est plutôt de data patient à patient representation. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il dit les données. Il travaille plutôt sur des clinical data warehouse, donc sur des grosses bases de données. Et plusieurs fois, ils ne sont pas tous structurés. Donc, il y a beaucoup de langage naturel. Et donc, c'est pour ça que l'équipe de l'axe 1 travaille plutôt sur comment extraire la knowledge, donc la connaissance, avec les ontologies. Les ontologies sont plutôt des glossaires. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme glossaire pour extraire l'information? Après, utiliser des knowledge graphs, donc graphes de connaissances pour extraire la connaissance, et utiliser tout ce qu'on a aussi dans la littérature pour après faire des supports pour la clinique. Un exemple est Medkit. Medkit est une librairie Python et un tool pour le Learning Health System. On a travaillé beaucoup dans notre équipe. Les premières 3 sont les ingénieurs. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est exactement ce que j'avais dit comme but, comme aim du premier axe. Donc, utiliser toutes les informations qu'on a dans les data warehouse, dans la littérature,
pour extraire toutes les informations, les vraies données qu'après on peut utiliser pour entraîner des modèles d'AI et comme ça, et aider à la clinique. Mais une fois qu'on a trouvé quelque chose, on peut aider la clinique, mais on pourrait les mettre comme littérature. Ça veut dire qu'on a de nouvelles connaissances. Pourquoi on a décidé comme team de continuer Medkit et de faire Medkit? Car en fait, c'est une librairie qui nous permet d'ajouter des tools et de faire des pipelines. Et les tools peuvent être un peu tout, par exemple des pre-processing, des data extraction, de classification, evaluation. Donc, et ça marche avec plusieurs autres librairies déjà existantes sur Python. Donc, ce n'est pas une chose que vous pouvez utiliser seulement Medkit et pas les autres. Donc, ça intègre. Un petit exemple, imaginons que nous, on a une base de données donc, des Natural Language Process et on doit extraire des informations. On peut avoir des tools. Donc, la première, il y a le processing. Donc, on va faire un cleaning du texte. Imaginons qu'il y a des accents particuliers, des choses comme ça. On fait un petit cleaning. Après, on va segmenter pour trouver les phrases. On doit trouver dans les phrases les mots comme dire, dans notre glossaire pour voir s'il y a quelques informations. Et après, il faut voir est-ce que les mots ils sont pertinents. Il nous dit si c'est une maladie, s'il y a un adverse event, si c'est positif, négatif. Et donc, à la fin, on a notre résultat. Donc, c'est tout des procédures. Et tout ça, c'est non disruptif. Donc, à la fin, on sait vraiment où on a trouvé l'information et pourquoi. Dans le deuxième axe, on travaille plutôt sur les données longitudinales, donc plusieurs points par patient. Peut-être aussi multimodal, donc pas seulement un seul endpoint, pas un seul outcome, mais la survie des autres surrogate endpoints. Et l'idée est de modéliser les trajets pour après faire des prédictions ou des clustering. Ici, le vrai défi est Lag Dimension Low Sample Size. Ça veut dire qu'on a beaucoup de paramètres, beaucoup de variables à explorer, mais pas beaucoup de patients. Donc, oui, c'est vrai que si nous on dit on a 10 000 patients, mais par contre on a 50 000 variables, on n'a pas beaucoup de patients par rapport à les variables. Donc, c'est pour ça que c'est Lag Dimension Low Sample Size. Un exemple de travail fait dans cette équipe et dans cet axe et qu'elle a porté une startup était Sogno AI. C'est les seuls deux slides écrits en français car je trouvais les sites web en français, donc j'ai copié-collé tout. Et c'est une solution d'accompagnement au dépistage et diagnostic prénatal à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une appli où les praticiens ils peuvent ajouter toutes les variables qu'ils ont besoin et ils donnent une prédiction sur la probabilité qu'il peut avoir des soucis ou pas. Il aide à prendre toutes les variables nécessaires, car en fait, comme il dit aussi le site web, c'est vrai que nous, on est humains et donc à la fin de la journée, on peut être un peu fatigué, mais avec l'application, on sait exactement tout ce qu'on doit regarder. C'était en collaboration avec l'école polytechnique et notre équipe, donc il y a un brevet. C'était entre la recherche fondamentale fétale et mathématique, donc la médecine et mathématiques. Bien sûr, ils ont un marquage, maintenant ils ont un marquage CE et c'était validé cliniquement. Donc, c'est pour ça qu'il vient d'être utilisé. Et vous pouvez tout trouver dans le site web que j'ai mis. Il a aussi de bonnes performances sur les maladies rares. Donc, c'est un point en plus. Et il continue en fait, à générer des données pour la recherche. Donc, c'est aussi bien dans ces côtés. Dans le troisième axe, ici, on passe plutôt du côté interventionnel. Donc, ça veut dire clinical trial. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Désolé. Mais en fait, on a deux idées dans cet axe. Et
comment la numérique, il va, comment les clinical trials, donc les essais cliniques, ils peuvent aider les numériques. Donc ça veut dire que nous, on veut maintenant tester les dispositifs numériques. Et c'est un peu différent par rapport à combien nous on teste les médicaments. En fait, les médicaments, ils ne changent pas pendant le temps, mais les numériques, oui. Et donc, il faut penser à ça. Et l'autre est comment les numériques ils peuvent aider l'essai clinique. Donc, quelle information on peut apporter en plus, comment on peut extraire de l'information. Ici, je vous montre un projet européen où on est impliqué, ou un projet européen FAIR, où on veut évaluer la flagelline comme aérosol, comme thérapie aérosol pour les antibiotiques résistantes et pour les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et l'idée est vraiment de faire quelque chose un learning process. Donc, on commence avec les premiers expériments précliniques. On va apprendre des informations et l'utilise pour construire tous les autres. Et on arrive on essaye à la fin. Maintenant, on est quasiment à la fin du projet. On est à l'essai clinique sur l'humain. Et donc, ça, c'est les grands projets. Nous, on a aidé à chaque étape, mais qu'est-ce que nous voulons faire en plus? Et première chose, extraire un peu plus de l'information, car quand on a tous ces projets avec multidisciplinaires et comme ça, plusieurs fois, on tend à perdre de l'information. Ça veut dire qu'on a fait un expériment, on prend la moyenne, on prend l'écart type et on passe à l'étape suivante. Mais on ne prend pas tout en compte, qu'est-ce qu'on avait en plus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, qu'est-ce qu'on propose, est de réanalyser tout à la fin, en prenant en compte tout qu'est-ce qu'on a, pas seulement les moyennes et les écarts types. Et on a proposé, désolé, il y avait aussi quelques formules, on a proposé des méthodes à étapes pour aussi contrôler si les résultats qu'on a eus, ils sont cohérents ou pas. Et donc montrer des choses un peu plus fines, donc un peu plus sûres pour continuer les doses sur la phase clinique. Donc ça, c'était l'équipe ECA. Et merci. Et si vous avez des questions sur la troisième axe, je peux répondre. Sur les autres, je vous dis à qui. Merci beaucoup, Moreno. Est-ce qu'il y a des petites questions dans la salle? Pas de Si sur l'axe 1 et 2, je peux essayer de répondre. Okay. Bon, tout le monde, dans tous les cas, ils pourront poser des questions après.